Ça enregistre? Ouais. D'accord. Donc je disais, merci à vous. En plus, s'il y a des problèmes de transport, merci d'être là. Puisque, les problèmes de transport sont plutôt demain, avec la grève. Mais merci d'être là. Merci Victor de m'avoir... je vais essayer de parler fort. Mais comme vous n'êtes pas très nombreux, je ne vais pas me mettre à... donc merci Victor de m'avoir invité pour cette présentation, pour cette réflexion. Comme on est peu nombreux, on pourra réfléchir à voix haute et ensemble dans un échange assez ouvert. Sur, alors le thème, on l'a choisi ensemble. On peut peut-être... pardon. Et ce que les mots que vous écrivez disent de vous. C'est ça l'idée, pour essayer de ce que j'ai appelé débusquer le sens d'un texte à travers les mots et leur structure. Alors je me présente en quelques mots justement. Donc, je m'appelle Dominique Massoni, j'ai une vie professionnelle de DRH où je me suis principalement occupée du développement des ressources humaines, que ce soit le recrutement, la mobilité, la formation, mais aussi tout ce qui concernait la santé au travail. Et j'ai été directeur de la communication dans 3 grandes entreprises, enfin, voilà. Et j'ai en même temps fait des études en sciences humaines et sociales, en psychologie sociale, en sociologie du travail et en littérature. Et la question des mots m'a toujours intéressée. J'anime des ateliers d'écriture par ailleurs, j'en ai fait très longtemps et je continue à travailler dans le domaine de la recherche en littérature sur la question, ça ne vous étonnera pas forcément, sur la question de la vie de bureau dans la littérature. Voilà. Et j'ai toujours pensé que derrière les mots se cachait un certain nombre de sens qu'on ne maîtrise pas nécessairement. C'est la raison pour laquelle voilà, on est tombé d'accord sur ce contenu. Alors peut-être que, comme on est peu nombreux, est-ce que ça vous ennuie de me dire en 2 mots qui vous êtes et que je puisse, voilà, qu'on puisse interagir? Bon, on s'était déjà présenté. Oui, voilà. Je suis professeur de psychologie à l'université. Voilà, et donc moi, ce qui m'intéresse, pas de venir de faire de la littérature, etc. C'est apprendre à beaucoup mieux maîtriser l'écriture. Et je suis arrivée aussi à lire beaucoup de textes des autres, donc essayer de comprendre les textes des autres avec un peu plus de maîtrise de la structure linguistique ou littéraire. D'accord. Christophe, moi je suis responsable marketing dans un cabinet de conseil. D'accord. Et voilà, le thème m'a parlé, donc à la fois personnellement, mais aussi potentiellement par rapport à ma fonction. Et j'ai aussi beaucoup de textes à lire, alors très professionnels, on va dire, et très commerciaux, mais c'est intéressant de travailler le sens des mots et sur qu'on est clair vis-à-vis de notre public. D'ailleurs, on ne parlera que de textes institutionnels. Ce matin, j'ai pris 3 exemples des textes, y compris de cabinet conseil d'ailleurs. Je suis Sonia David, je suis intervenante à l'école Les Mots, journaliste et autrice. Et je m'intéresse également beaucoup au pouvoir des mots je suis sensible particulièrement à ce thème, à ce qu'ils disent de nous quand on écrit et quand on se présente dans le domaine professionnel. Donc, je suis ravie d'être là. En même temps, c'est mon point de vue que je vais vous proposer. Donc après, ça peut tout à fait se co-construire, réfléchir ensemble. Il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est une méthode que je vous propose, une grille de lecture assez simple d'ailleurs. Sophie, responsable de communication dans une collectivité territoriale. Le thème m'a beaucoup intéressée puisque le rédactionnel fait partie intégrante de mon métier. Donc, trouver des cohérences aussi dans le message, garder justement cette cohérence et cette ligne éditoriale, transmettre le message sur différents supports, différentes cibles, donc l'adapter, donc ça m'intéresse. Et moi, je suis Aza, je suis consultante en data management et en fait, je suis ici par curiosité surtout, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de trouver le mot juste, parce que j'ai fait des ateliers ici à titre personnel, on nous apprend toujours à trouver le mot juste, mais je trouve qu'en tout cas, moi, pour ma part, je ne le fais pas assez dans le cadre professionnel, donc trouver le mot juste en fonction de ce qu'on veut transmettre, mais aussi en fonction de à qui est-ce qu'on s'adresse. Oui, absolument. Oui, il y a bien des deux qu'on a envie de dire et pour qui. Voilà, et je peux peut-être dire les gens qui nous regardent en replay, parce qu'il y en a beaucoup. Oui.
qui sont majoritairement représentés. Alors, j'ai pas vu toutes les entreprises qui étaient représentées, mais en tout cas, beaucoup de directeurs de communication, évidemment, beaucoup de content managers, directeurs éditoriaux, etc. Des gens qui sont au quotidien dans ces problématiques, exactement. Des producteurs de textes. Alors, donc voilà. Juste pour dire ce que disent les mots, j'ai repris donc une image d'Aristote, donc un des fondateurs de la rhétorique. La rhétorique, c'est, je l'ai appelé comme ça, les mots pour le dire, les mots pour le faire, sachant que c'est aussi le titre d'un ouvrage philosophique. Enfin, toute la question est de se poser la question du pouvoir des mots sur ce qu'ils peuvent, donc c'est bien la fonction de la rhétorique qui a une fonction d'influence des opinions, des actions. Quelle est ce qu'on appelle la pragmatique ou l'efficacité d'un texte pour orienter l'action, en fonction d'une argumentation qui est à construire et qui est tout l'art de la rhétorique. C'est juste. Je trouvais intéressant de passer par cette évocation qui est quand même alors la rhétorique d'Aristote. Après, il y a tout un champ d'analyse et de production de théories sur la rhétorique. La rhétorique qui a quand même parfois une mauvaise réputation parce qu'on parle des rhéteurs et on parle de ceux qui finalement manient le langage pour juste le maniement du langage. Or, à l'origine, la rhétorique, c'est bien le maniement du langage pour influencer, pour argumenter, pour orienter l'action. Et très concrètement, les textes produits par les entreprises ne sont pas des textes pour la beauté des textes, mais ce sont bien des textes pour argumenter, pour influencer, pour se positionner, pour donner une image, pour convaincre sur un objet donné. Et donc la question de la rédaction des textes institutionnels est bien une question centrale parce que toutes ces institutions, qu'elles soient entreprises, organismes publics ou autres, s'adressent à un public pour se définir et pour se positionner et présenter leurs activités, revendiquer éventuellement une position politique sur un sujet. Enfin, voilà, donc la question de la production des textes par les entreprises concerne bien la question de la rhétorique, voilà, qui n'est pas cette connotation négative que ce mot peut avoir, mais justement bien la question de l'organisation des mots, la structure des mots, la structure du langage. Voilà pour l'introduction. Alors je vais vous proposer un parcours en 3 temps, parce que analyser un texte passe par différentes étapes et on va passer par des exemples en allant du plus simple au plus complexe. Enfin, en tout cas, on va aller d'un élément assez simple à une analyse de texte un peu plus détaillée. La première étape sera d'abord pour comprendre le sens d'un texte, il faut aller regarder les mots. Alors, je vous dis une grande évidence, mais quels sont les mots qui sont utilisés? Quels sont ce que j'ai appelé les référents, les mots référents qui construisent le texte. Et je vais vous donner un exemple de l'intérêt d'une approche de cette nature. Je l'ai fait personnellement pour un travail que j'ai eu à faire sur les bureaux. Et j'ai analysé les publicités de concepteurs de mobilier de bureau depuis les années 70. Donc depuis, on va dire après 68, qui est quand même un marqueur intéressant. Et j'ai analysé leurs slogans publicitaires. Et donc, en quoi leurs slogans publicitaires? Simplement en analysant les mots qui sont utilisés dans les slogans, disent leur positionnement et disent ce qu'ils promettent. Ça va, c'est clair? Oui. Alors, une petite parenthèse là aussi, avant c'est juste la suivante. Pardon, Victor. Un premier constat, c'est que ces concepteurs de mobilier de bureau, quand ils conçoivent une publicité, ils se rapprochent de ce que j'ai appelé les discours utopiques, qui considèrent qu'il y a une sorte de déterminisme entre l'espace et une promesse de société. Et c'est-à-dire que si on conçoit un bureau, c'est pas parce qu'il est blanc et carré, etc., c'est parce qu'on va y travailler mieux, c'est parce qu'on va y retrouver du confort, c'est parce qu'on va y retrouver des possibilités de collaboration. Enfin bon, vous verrez ce détail après, mais toutes ces publicités sont construites sur l'idée que derrière la conception d'un espace de bureau, il y a une promesse de vie dans les conditions de ce bureau, ce que j'ai appelé une promesse de société. Et là, je vous ai mis 2 images, à titre de clin d'œil, qui sont des images qui font référence au discours utopique. Alors, utopique, c'est Thomas More, enfin, et tout un champ aussi après littéraire sur l'utopie. Et quand l'utopie, c'est bien comment imaginer une société idéale. Hein.
Et quand on regarde ces textes utopiques, il y a toujours, ou en tout cas très fréquemment, une mention, voire des détails assez précis, sur l'espace qui va contribuer à fabriquer cette société idéale qui est ensuite définie avec une égalité parfaite. Voilà. Donc j'ai repris une citation d'un texte utopique qui s'appelle La Cité du Soleil de Tommaso Campanella, qui est un des grands auteurs de l'utopie au-delà de Thomas More. Et puis j'ai repris une image de la saline royale d'Arc-et-Senans, conçue par Claude Nicolas Ledoux, sachant qu'il n'en a fait que la moitié. Mais c'est comment il avait conçu cette architecture pour organiser la société de travail qui était la production de sel, en l'occurrence du temps de Louis XV, et comment l'espace a été imaginé pour construire cette société. Voilà. Je ferme cette parenthèse, mais on va être dans l'analyse des mots utilisés par les concepteurs de mobilier de bureau, vraiment dans cette lecture, comment leur publicité désigne la société que le bureau, tel qu'il est conçu, va pouvoir permettre d'atteindre. Alors ce qui est intéressant, et donc si on analyse simplement les mots, on va passer par une analyse historique des années 70 à aujourd'hui. Donc je vous fais l'économie de la lecture de tous les slogans publicitaires, vous pouvez me prendre quand même sur parole. Les années 70, c'est le développement de l'informatique, c'est post-68, quand même, j'insiste là-dessus. Les bureaux se décalent de la rigidité des organisations. Ils se mettent même à avoir des idées. Ça, c'était un slogan publicitaire, les bureaux auront des idées pour vous, enfin, ou avec vous. Et quand on regarde l'ensemble des mots qui sont utilisés dans ces slogans publicitaires, le mot central, vous le voyez immédiatement, c'est liberté. Donc cette promesse de société dans les années 70 par les concepteurs de mobilier de bureau est centrée sur les notions de liberté. Au sort de l'organisation rigide, effectivement, avant 68, avec des logiques administratives, hiérarchiques, extrêmement pesantes. Et donc les concepteurs de mobilier de bureau proposent une société fondée à travers leur mobilier, ce qui est quand même, après on peut contester la causalité qui est posée, mais c'est quand même celle-là qui est dite dans les publicités. Voilà. Et donc ça, c'est ce que permet une analyse de mots. On n'est que sur les mots. L'intérêt, si on passe à la suivante, sans rentrer dans tous les détails, on passe dans les années 80. Dans les années 80, moi j'ai fait une photo de ce livre qui a eu un succès considérable, qui a été publié en 1983. Alors certains d'entre vous n'étaient peut-être pas encore nés à ce moment-là, mais le prix de l'excellence, c'était 1983, comment dirais-je, l'évocation de toutes les entreprises qui réussissent et pourquoi elles réussissent. Et donc c'est quand même toute une époque de la pensée managériale sur la réussite, la gestion, l'efficacité, l'efficience. Et les mots des slogans publicitaires des concepteurs de mobilier de bureau se déplacent. Et on quitte la liberté pour retrouver alors des mots beaucoup moins centrés. Il n'y a pas un mot qui apparaît comme majeur, mais on retrouve quand même des mots du type réussir, conquérir, entreprendre. Vous voyez, on est dans la, je dirais, l'osmose en quelque sorte avec l'environnement général de la pensée managériale, et les slogans publicitaires se déplacent sur ces mots-là. Ça va ? Oui. 90, la mobilité arrive avec le sans-fil. La mondialisation se développe. Et voilà les mots centraux de ces slogans publicitaires, c'est mobilité, au confort et heure sup. C'est-à-dire qu'il y a des slogans qui mettent en avant le fait que comme on peut travailler à plusieurs endroits, on peut travailler plus. Voilà, c'est un slogan. Oui, c'est un slogan. On passe aux années 2000. Le nomadisme fait une entrée massive, la mondialisation est effectivement là, et on voit un renforcement des mots de ces slogans sur ailleurs, le bureau, relié. Vous voyez, on est vraiment sur... Le bureau est au carrefour entre l'ailleurs, le relié et le ici. Et le monde. Alors, liberté, s'amuser, c'est un peu mineur, mais... Les années après 2010 et avant le Covid, on est dans l'époque des open space, dans des parois transparentes, etc. Et donc, les concepteurs de mobilier de bureau proposent, par leur slogan, des logiques de personnalisation de l'espace. Comment, vous voyez, vous avez aussi le mot concentration. La question quand même dans l'espace complètement ouvert, c'est le bruit, enfin c'est tout ce qu'on peut imaginer.
Et donc, dans les publicités de mobilier de bureau, on met en avant l'idée de pouvoir personnaliser son espace, d'avoir des espaces où on peut se concentrer, ou du mobilier qui va permettre d'atténuer les bruits. Enfin, la question de la concentration est centrale, de se cacher, enfin, voilà. Et on peut aller sur la dernière slide sur les années Covid. Et là, il y a un mot majeur, c'est inventer. Il va falloir inventer de nouveaux espaces. On est entre le flex office, l'open space, le télétravail. Et voilà. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut faire une analyse que je trouve pour ma part tout à fait intéressante sur l'évolution du bureau, l'évolution de la promesse de travail dans l'univers tertiaire. En revanche, si on revient sur notre propos, qui est comment un texte se parle au-delà des mots qui sont utilisés, la première chose, c'est de regarder la matière première et de regarder les mots qui le composent. Et cette analyse historique peut être intéressante. Alors, dans l'entreprise, on n'a peut-être pas besoin de faire une analyse historique sur une période aussi longue. En revanche, c'est peut-être intéressant dans une logique que j'appelle avant-après. Il y a des logiques de transformation dans les entreprises. Eh bien, qu'est-ce qui se disait avant ? Et sans faire de grande analyse sémantique, juste en photographiant les mots qui sont utilisés, leur fréquence d'occurrence, etc. Qu'est-ce qui se disait avant ? Quels étaient les mots qui étaient utilisés dans l'avant ? Quels sont les mots éventuellement qui sont utilisés ou qu'il faut utiliser dans l'après, donc dans la transformation ? Et la question à se poser, elle est double. La première, c'est est-ce qu'il y a dans les mots qu'on conçoit pour l'après, en disant désormais nous devenons, nous allons être, est-ce qu'il y a des sédiments, ce que j'appelle des sédiments, des mots d'après, des mots d'avant, pardon, qui traînent et qui finalement entachent ou créent un hiatus avec les mots nécessaires pour le futur? Ça, c'est une première question. La deuxième question, qui est quand même importante aussi, c'est le grand écart. C'est-à-dire qu'il faut à la fois peut-être concevoir des mots de l'après, mais en veillant à ce qu'il n'y ait pas non plus un grand écart considérable entre les mots d'avant et les mots d'après, parce que ceux qui vivent l'après étaient là aussi avant. Et donc ils sont aussi porteurs d'une culture. Et si on leur raconte une histoire qui est radicalement différente, voilà, il peut y avoir quand même des troubles. Et pour avoir travaillé sur le récit de l'expérience de France Télécom à travers le procès qui s'est terminé en 2019, il y a eu tout un chapitre dans ce procès sur la question du vocabulaire. Et je me souviens, je vous cite, pas de mémoire exacte, mais dans le principe de ce propos, quelqu'un qui a dit à l'audience, c'était une novlangue, alors ça c'était son terme, mais on ne reconnaissait plus notre entreprise. Il y avait des mots qui avaient été inventés, alors ils ont créé le plan Next, le plan Act, enfin voilà, c'est-à-dire qu'au moment de la transformation radicale de France Télécom en 2005, il y a tout un vocabulaire qui est arrivé dans l'entreprise et quelqu'un a dit, parmi les troubles que ça avait pu créer, que dans ces nouveaux mots, les gens ne s'y reconnaissaient pas. Donc la question des mots, matière première d'un texte quand même, allez regarder juste ça, comment le texte est posé en quelque sorte, comme des pierres en quelque sorte, sur les mots, et regardons un avant-après, avec ces deux points de vigilance. Est-ce qu'il n'y a pas des mots sédiments qui traînent et est-ce qu'il n'y a pas un trop grand écart entre les mots de ces nouveaux textes pour désigner le futur qu'on veut viser et éventuellement l'expérience, les mots qui correspondent à l'expérience des salariés dans cet avant qu'ils ont vécu. Voilà, un premier, ce que les mots que vous écrivez disent de vous. Première étape, peut-être, allez regarder les mots. C'est vraiment la matière première. Je trouve que ça paraît très simple, mais voilà, ça suppose aller regarder ça. Après, aller regarder les mots, c'est une chose. On peut aller regarder, c'est donc le deuxième parcours, deuxième étape du parcours que je vous propose, c'est d'aller regarder les mots et leur manière dont ils sont articulés. Leur intensité, ce qu'elle appelle leur intensité ou leur modalisation. On peut dire des mots, puis après on met des adverbes, on met des verbes. Voilà, ça structure le texte. Et on peut choisir des verbes d'action, on peut choisir des verbes de déclaration, ou on peut choisir des verbes d'état. Je suis, je fais, je considère. C'est pas tout à fait la même chose dans le texte, dans le sens du texte qu'on donne.
On peut mettre des adverbes d'amplification, de minorisation, on peut mettre des causalités, enfin, voilà. Donc, comment les mots s'articulent les uns avec les autres. Donc, je vous ai pris l'exemple de ce que l'on dit en se présentant, en l'occurrence, en prenant le cas de trois cabinets conseils parmi les Big Four. Et j'ai pris, pour que ce soit comparable, leur contenu sur Internet, leur présentation institutionnelle sur Internet. J'ai bien sûr pas pris la totalité, mais j'ai pris les 10 premières lignes, ce qui est finalement aussi ce qui frappe le lecteur, le prospect par exemple, qui vient voir qui fait quoi, est-ce que ce cabinet peut être un interlocuteur sur le problème que j'ai à traiter. Je vais aller regarder leur site Internet ou leur brochure, et je lis les 10 premières phrases, et j'ai déjà, derrière ça, une idée de qui ils sont, comment ils se présentent, comment ils vont travailler. Alors je vous propose de parcourir leurs 3 textes avec, j'ai mis en vert les mots référents, j'ai mis en jaune les verbes, quelle est la têture des verbes qui sont utilisés. Je vous disais, il y a 3 catégories de verbes, les verbes de déclaration, les verbes d'état, je suis, et les verbes d'opinion, on va dire comme ça. Je considère, je pense, je crois, j'estime. Donc ça c'est le cabinet A. On peut lire le texte ensemble. Hein. Donc le cabinet A agit en partenaire du développement de ses clients sur le long terme. À leur côté, le bureau français joue un rôle d'accélérateur de l'innovation et met au service de leurs ambitions toute la diversité de ses talents qui couvrent plus de 200 domaines d'expertise. Véritable incubateur de leadership, il aide ses collaborateurs à réaliser pleinement leur potentiel et compte parmi ses alumni nombre de dirigeants de grands groupes comme de start-up en plein essor. Voilà, ça c'est qui ils sont. Donc, si on regarde les références, c'est partenaires, développement, client, innovation, ambition, expertise, leadership, potentiel, dirigeant, enfin, voilà. Ces référents sont articulés à partir de verbes d'action. Donc, c'est le cabinet agit, il joue un rôle, il met au service, il réalise, il aide. Enfin voilà, on est dans le registre de l'action. Avec, alors c'est mon analyse, après on peut la discuter, mais avec, de mon point de vue, une modélisation d'amplification, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu dans l'hyperbole, d'accélérateur, toute la diversité de ses clients, de ses talents, plus de 200 domaines d'expertise, véritable incubateur de leadership, il aide ses collaborateurs à réaliser pleinement leur potentiel et compte parmi ses alumni nombre de dirigeants de grands groupes et de start-up en plein essor. Donc on est quand même sur... Et le autre élément d'analyse d'un texte, c'est aussi le rythme. Est-ce qu'on a des phrases qui, avec des parenthèses ou des éléments qui s'interposent et qui fabriquent un texte voilà, dont on peut questionner la lisibilité, ou est-ce qu'au contraire on a un sujet vers complément ou à peine plus compliqué que le sujet vers complément. Là, on est sur des phrases, même si celle-là est assez longue aussi, assez toniques, assez rythmées, et donc j'ai appelé ça un rythme rapide. Donc ce cabinet se présente avec ce que j'ai appelé un discours hyperbolique. C'est pas vous. Vous ferez d'autres parce que... Normalement, on va être juste en dessous des 3 que vous avez dû prendre. Non, mais ça c'est très intéressant. Donc, discours hyperbolique d'affirmation d'action et de domination pour un progrès univoque. De domination parce que c'est lui qui agit. Si on regarde qui est l'énonciateur, c'est le cabinet A. Bon, il agit en partenaire, mais enfin, il joue un rôle, il met au service, il couvre, enfin, c'est lui qui agit. Donc voilà, ça c'est un mode de présentation. Moi, je suis un prospect, j'explore, je me dis, voilà, il intervient avec une certaine assurance sur son expertise qu'il va m'apporter. Est-ce qu'il va collaborer? C'est pas sûr, parce que c'est nombre de... Moi, je suis très frappée par le mot nombre de dirigeants. C'est hyper mal. On ne sait pas combien. C'est pas sûr, oui, mais non. Je m'impose. Ça fait du poids. Ça fait du poids. Oui, mais je m'impose, et puis les autres sont des fantômes. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait juste, oui. Nombre de dirigeants, enfin après, il ne peut pas tout à fait les citer, mais... Ouais, en fait, Oui, puis bon, après, préciser nombre, ça veut dire que je vous mets fantôme. Je suis là. C'est-à-dire qu'ils se placent au-dessus. Oui. Ah, tout à fait. C'est ce ce que j'ai appelé un discours de domination. C'est lui qui agit. Hein. Bon, il agit en partenaire, d'accord, il ne peut pas dire autrement quand même. Hein.
c'est en cabinet conseil, mais c'est à minima. Enfin, il n'y a aucune critique d'ailleurs dans ce que je vais dire, hein. C'est simplement son positionnement. Et quand on lit ça, pardon, je vous laisse la parole après, mais quand on lit ça, on a une perception de la manière dont il intervient. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est, là vous avez mis cabinet A, donc il y aurait même plus une barre de titre, au sens où on regarde justement que les mots d'un discours, ce qui n'arrive quasiment jamais de faire ce qu'on est en train de faire là, dans le sens où en fait on associe toujours, au-dessus il y aurait une marque. La marque peut être extrêmement connue, mondialement connue, et vous n'allez pas lire les mots de la même manière. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je n'ai pas ou à l'inverse, la marque n'est pas connue, et c'est le défi qu'on a, nous les responsables de communication marketing, en fonction de la marque, on pourra mettre les mêmes mots, on va dire, ils sont pédants, ils se prennent pour je sais pas qui, voilà. Ou alors à l'inverse, on va dire, ça conforte si vous bien. mettez une marque qui a plus de 100 ans, qui dans les faits, en fait, a dans ses alumni, a vraiment des dirigeants du CAC 40 et dans le monde entier, et des milliers, le nombre, à la limite, là, vous n'arrêterez pas là-dessus. Vous allez peut-être vous arrêter sur le fait qu'ils soient trop leur vision du monde à eux, que vous allez aimer ou pas aimer. Et donc, je trouve ça, c'est à la fois intéressant de là d'être que sur les mots, et à la fois souvent, le défi qu'on a nous, c'est comment on va essayer de les orienter par rapport à comment on est connu ou inconnu, en fait, ou peu connu, par rapport à qui on veut parler. Et c'est le mélange des deux qui fait que, et régulièrement, on a des clients qui me disent ah, mais quand on transforme, vous disiez, il y a le mot d'avant, c'est exact. Enfin, on a tout ça à notre échelle. Ah oui. Et quand on rajoute une activité à notre arc à un moment donné, ils vous disent attendez, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous étiez ceci. Oui, mais maintenant on est aussi cela parce qu'on a racheté notre entreprise, que sais-je. Donc il faut aussi, via des mots, leur faire comprendre. Mais eux, ils associent ça avec la marque qu'ils connaissent en tant que client historique. Et ils disent j'accepte pas votre nouveau positionnement. Donc il faut faire passer ça. Et c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Je n'ai aucune recette. Non, mais je trouve ça hyper important d'être à froid justement. Ce qui serait intéressant, c'est de l'écrire et puis après de reprendre du recul et de dire quels mots on a utilisés. Est-ce que les mots de l'activité nouvelle sont vraiment radicalement différents et on crée un hiatus avec l'activité précédente, ou est-ce qu'au contraire on utilise des mots qui vont faire des ponts, mais se dire, à un moment il ne faut pas s'auto-censurer dans la rédaction. En revanche, poser une rédaction et après se mettre un peu en recul et en disant, c'est des logiques de comptage et de catégorisation assez simples, mais de se dire qu'est-ce que finalement on a été en train de dire là. Voilà. Et alors vous avez tout à fait raison, et on s'est posé la question avec Victor d'étiqueter ou non. J'ai étiqueté les entreprises, vous verrez après, mais les cabinets on ne les a pas étiquetés, et c'est vrai qu'après il peut y avoir une logique de confirmation ou pas. C'est-à-dire, si je vous avais dit c'est le cabinet, puis vous donnez son nom, peut-être que vous auriez dit, mais c'est tout à fait normal qu'il s'exprime comme ça parce que c'est eux. Voilà. Et peut-être que si j'avais mis un autre, j'en sais rien, moi, parfaitement inconnu, on aurait dit quelle outrecuidance, celui-là est particulièrement connu, particulièrement affirmatif dans ses modes d'intervention. Je pense qu'il y a une. Et après, le deuxième problème, c'est de s'enfermer dans une marque qui suppose de le dire toujours de la même manière. Voilà, c'est juste un exemple pour dire, passons par les mots, mais pas que les mots, matière première, pierre d'un édifice qu'on a vu tout à l'heure, mais passons par les mots et leur agencement avec les verbes qui les articulent et ce que j'appelle la modalisation, c'est-à-dire l'amplification du discours ou amplification ou à l'inverse, une minorisation du discours. Un peu, peut-être, éventuellement. Enfin. On passe au cabinet B. Le cabinet B, alors donc je vous lis, l'équipe de B accompagne les organisations dans la conception de nouveaux business models et de stratégies durables, ainsi que dans leur financement et leur déploiement. Alors, première lecture, il y a un seul verbe. C'est une phrase, un seul verbe, c'est accompagne. Bon, les référents, il y en a beaucoup. Il y a l'équipe, l'organisation. Alors, accompagner les organisations, il faut aussi se poser la question de ce que ça veut dire. Si on prend au pied de la lettre, parce que je prends l'organisation par la main, je l'accompagne jusqu'à la porte. Donc, ça personnalise le terme d'organisation, alors c'est un discours technocratique dont on est tous habitués, mais enfin voilà, je trouvais que accompagner les organisations, c'est un commentaire
personnel dans la conception. Alors, ils accompagnent les organisations dans la conception de nouveaux business models, de stratégies durables, sont nécessairement durables, ainsi que dans leur financement et leur déploiement. Bon, il n'y a pas de modélisation là, il n'y a pas de on est les plus forts, on est en nombre 2, c'est purement, je veux dire, factuel. Il y a un seul verbe et on accompagne fréquemment, on accompagne avec ardeur, enfin, je fais dans la caricature, mais il n'y a aucune modélisation dans ce texte. Il y a beaucoup de référents, il y a un seul verbe, il n'y a pas de modélisation. Pour ma part, le rythme est compliqué par une phrase longue où on veut tout mettre. Je dis, c'est un discours qui veut tout couvrir en une seule phrase et perd en lisibilité. Là, on est sur la logique de la clarté quand même. Les organisations, point d'interrogation, et de qui s'agit-il? L'équipe de B, de qui s'agit-il dans les organisations? Est-ce que c'est les dirigeants? Est-ce que c'est les managers? Est-ce que c'est les salariés? Est-ce que c'est les équipes? Enfin, les organisations, c'est quand même un terme très abstrait. Voilà, autre lecture du cabinet B. On peut passer au cabinet C. Donc le cabinet C, c'est « Nous travaillons à vos côtés pour répondre à vos enjeux stratégiques les plus critiques. Nous vous accompagnons pour mener à bien votre transformation, mettre en œuvre des idées audacieuses et trouver des réponses concrètes. » Donc là, quand même, par rapport au premier, qui agissait plutôt dans une logique de surplomb, de domination, là, on a quand même des nous, des avec. Nous travaillons à vos côtés, vos enjeux stratégiques, nous vous accompagnons, accompagner, c'est quand même avec, pour mener à bien votre transformation. Enfin voilà, c'est un discours tonique parce qu'il est 3 phrases très simples. Il y a des verbes d'action, une modélisation faible, ils ne sont pas dans la toute-puissance, mais c'est un discours tonique d'action centré sur le vous et le avec. Voilà. C'est juste pour vous donner, à partir de ces 3 exemples, comment ces mises en mots par ces 3 cabinets disent, ou en tout cas, moi, lecteur, je présuppose qu'ils vont intervenir de cette manière-là. Il y en a un qui va intervenir sur un registre dominant. Il y en a un qui va intervenir sur tout. Et il y en a un qui va intervenir avec. Voilà. Après, ça dépend ce dont j'ai envie moi en tant que client. Je peux avoir besoin d'un cabinet qui est au contraire dans une logique de transformation d'entreprise, il faut aller vite. Je vais en prendre un qui fonce, qui agit, qui a ses propres modèles, voilà, avec d'autres risques. Ou alors là, bon. Ça va? Donc là, c'est réaction d'un... Non, c'est très intéressant. Ça aurait pu être nous le C, mais c'est pas nous, mais on n'est pas très loin de ça. Et le B, je le trouve dur en fait, parce que je trouvais ça. On remonte sur le B? Mais enfin dur, au sens. Moi, j'ai essayé de la une visibilité. phrase, ce qui est hyper rare. Après, je peux comprendre que. Parce qu'en fait, contrairement à d'autres, j'ai l'impression qu'il annonce moins de choses en fait. Il fait moins de choses. Enfin, il est plus modeste. Dans ce qu'il fait, il propose un peu moins de choses en fait, je trouve. Mais... Je ne sais pas, moi, ce qui me dérange, c'est le ainsi que et. Oui, c'est ça la lourdeur que il y a addition, ainsi que, et il ne voulait pas répéter le et. Oui. Et du coup, on ne sait pas si c'est 2 choses, organisation, conception d'un côté, et puis financement, déploiement de l'autre. Ouais, je comprends. On est dans le flou de l'organisation du... Ça mériterait de faire. Non, mais ça, oui, je vois bien, en fait, c'est la longueur, le ainsi que, je l'avais pas c'est le ainsi que qui coupe la phrase, ouais, et qui on a la suivi suite, qui est suivi en plus par un et. Donc, est-ce que c'est financement et déploiement? On reprend son souffle, il fait ça, et ça, il aurait fait comme cabinet C, 2 phrases avec des verbes. Pardon? Il aurait fait comme cabinet C, 2 phrases. C'est pas la longueur en tant que telle, c'est l'addition. Il aurait fait couper une phrase et remis un verbe. Donc on peut analyser ce qu'on appelle les joncteurs, qui sont les et, les ainsi que, les... alors dans les joncteurs, il y a... Oui, sauf si on est dans une logique de démonstration, et encore. Mais le scientifique, quand on a trop de joncteurs, ça tue le texte. Oui, ben là, en l'occurrence, je trouvais qu'il était quand même un peu essoufflé,
ce texte, où il essouffle le lecteur. Les joncteurs, c'est mais où est donc Ornicart, mais cependant, c'est contrairement, comment toutefois, enfin, voilà, qui sont aussi des modes d'articulation, une explication, voilà, qui donne une logique au texte. Après, elle peut être contestable, cette logique, elle peut être alourdie. Ce qui est intéressant aussi, c'est le cabinet B. Si vous remarquez, le premier mot, c'est l'équipe. Oui. Dans les autres, je crois que c'était le nom du cabinet, ou enfin je sais plus ce que c'était. Mais... C'était A, voilà. A, J, donc, et dans le C, c'est nous. Ouais. Oui. Nous, voilà, nous travaillons à vos côtés. Oui. Donc là, voilà, là, eux, ils nous entraînent, enfin, ils sont directement dans la personnalisation et dans une équipe. Le A, il est plus impersonnel, je trouve. Il est plus distant. Ah oui. Le B et C nous embarque beaucoup plus. Oui. D'abord, il y a le verbe accompagner, oui. Déjà, qui est quand même, quand on accompagne, on est bien avec. Dans le A, il est quand même, enfin je reprends il est quand même sur une logique que j'ai appelée de domination. Certes, il agit en partenaire, mais c'est lui qui agit, c'est lui qui couvre, c'est lui qui... Ça peut être un discours rassurant aussi. Ça peut être un discours rassurant. Oui, mais l'équipe est rassurante, ça dépend ce qu'on cherche. Oui, bien sûr. Ça dépend ce qu'on cherche. Parce que là, on sait qu'avec l'équipe, on va pouvoir discuter, on va pouvoir être écouté. Oui. Mais si je n'ai pas beaucoup de temps, si je veux des choses très normées, voire très normatives, peut-être que le cabinet A est plus pertinent. En tout cas, dans la lecture qu'il me propose de son positionnement, si je cherche, j'irai peut-être solliciter un rendez-vous avec lui plutôt qu'avec les autres, où je vais me dire... Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent dans le conseil aussi le fait d'externaliser la prise de décision. Oui. Et donc avoir un cabinet qui se pose en expert, ça peut être rassurant pour certaines... Absolument. Donc il n'y a pas de vérité en disant il faut que ce soit écrit comme ci ou comme ça. La vérité, elle est dans l'articulation entre le contenu du texte et ce qu'on a envie de dire, la manière dont on a envie de se présenter. Vraisemblablement, le cabinet A, il n'a pas envie de se présenter dans une logique d'accompagnement long de projet avec une logique très participative. Il a plutôt un modèle en tête, je fais un peu dans la caricature, il a un modèle en tête et il vous dit, moi j'agis comme ça, d'ailleurs regardez ma force, j'ai 200 alumni, j'ai pleinement, on reprendra les modélisations qui étaient dans le texte, donc j'agis comme ça, vous pouvez compter sur moi, d'ailleurs j'ai ma force, et voilà, le prix de mon efficacité c'est ça. Et le fait de ne pas avoir le nom du cabinet pour le A, on se demande si ça légitimise ou pas le discours. Finalement. Ah oui, alors il y a un flou. Parce que, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est légitime? Enfin voilà. Je l'ai fait exprès pour pas dire ah bah oui c'est eux. Ah bah oui. Mais après on peut créer des dissonances. J'aurais pu mettre c'est eux, la représentation que vous avez vous partagée d'un cabinet de cette nature, et puis d'en mettre un autre qui s'appellerait Dupont et compagnie, ou Dupont ou Josette et compagnie, pour être encore plus dans la dissonance. Vous voyez, et puis après on se dit, mais là il y a un truc qui ne colle pas. Donc c'est bien après les constructions à posteriori, enfin, qu'on fait à la lecture, qui est-ce que, compte tenu du sens de ce texte, compte tenu des mots qui sont utilisés, de leur articulation, etc., est-ce que c'est cohérent par rapport au locuteur, enfin, à la marque, ou est-ce que ça me crée une dissonance dans la tête, je ne comprends pas bien. Vous voyez ? Donc ça, c'était le deuxième parcours, qui est d'aller regarder les mots, leur articulation. Donc c'est les joncteurs, les verbes d'action et la modélisation, amplification. Et après, je vous propose une troisième étape dans ce parcours sur ce que disent les entreprises sur la diversité. Alors, j'ai choisi le thème de la diversité parce que c'est un exercice imposé pour les entreprises aujourd'hui qui ont à répondre à des injonctions de l'environnement avec des index à remplir sur ce qu'elles font en matière de diversité pour être cotées dans leur politique RSE, parce que l'opinion publique est quand même très comment dirais-je, sensibilisée sur ces questions. Enfin, donc j'ai pris là aussi les premières lignes des textes sur la diversité de 3 entreprises du CAC 40
premières lignes de ces textes qu'elles mettent sur leur site internet à destination ou de ceux qui, leurs clients peut-être, à destination aussi de ceux qui vont les évaluer pour les mettre dans des index et les classer en termes de politique RSE, ou des candidats qui cherchent un job et qui se disent est-ce que je vais aller chez l'un ou chez l'autre. Voilà. Donc on va aller regarder ces textes sur la diversité. Alors avant de les regarder, qu'on les lira, le premier constat que je vous livre, mais après comme on lira les textes, vous verrez, c'est que ces 3 entreprises, mais je fais l'hypothèse que c'est beaucoup d'entre elles, vont aller piocher dans un même creuset de mots, les mêmes. Donc j'ai fait un nuage de mots qui est une représentation simple, mais assez visuelle. Donc on trouve égalité, égalité des chances, ça revient systématiquement. Inclusive, culture inclusive, inclusion, entreprise, on verra le statut de développement, ou alors après on a atmosphère, voilà, on a des mots connexes, mais enfin, le premier constat que je vous livre, et vous pouvez me croire sur parole, c'est qu'elles vont aller chercher ces entreprises, mais à mon avis toutes, dans le même creuset de vocabulaire. Donc la question pour le candidat qui se dit est-ce que je vais chez un tel ou un tel, la question de la différenciation de leur discours, il va trouver alors avec des modélisations un peu différentes, mais il va trouver quand même à peu près la même chose. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire sur la diversité ou alors il faudrait la charte universelle de la diversité, elles signent tout en bas et elles disent, voilà, on dit toute la même chose, on l'a mis dans une charte et on est d'accord. Mais là, elles essayent de faire des textes un peu différenciants et en fait, allant dans ce même creuset de vocabulaire, la différenciation est quand même difficile. Après, en allant regarder d'un peu plus près, puis après on regardera leur texte, on peut aller là, voilà. J'ai regardé quand même d'un peu plus près. Alors, les entreprises, on les a nommées? Oui, après. Après. Bon, je vous le dis. En bleu, c'est Total Energy. J'ai pris une entreprise industrielle, une banque et une entreprise de luxe, produit de luxe, c'est L'Oréal. Donc ça, c'est la BNP et en vert, c'est L'Oréal. Et alors, ce qui m'est apparu, toujours par l'analyse des mots, hein, c'est quand même assez étonnant, c'est que bon, les mots communs, on les a vus, développement, inclusion, d'inclusif, tout ce qu'on veut, égalité, égalité des chances, discrimination, enfin bon. C'est que chaque entreprise a attribué une fonction, ou un bénéfice, ou une vertu à la diversité, qui est en fait la résolution de son propre problème. Si on prend Total Energy, ils disent, voilà, on est là-dedans, ça doit permettre d'améliorer la compétitivité, l'innovation, et j'ai mis en gras l'attractivité et l'acceptabilité sociale de l'entreprise, les compétences et les carrières. La question de Total Energy, on la connaît, hein, c'est quand même son attractivité auprès de candidats, parce que c'est quand même... Alors maintenant, ils s'appellent Total Energy, ils sont sur les énergies renouvelables et les énergies nouvelles, etc. Mais bon, la question du pétrole, pour certains candidats, je sais que ce n'est pas forcément une carrière que les gens ont envie d'adopter, et l'acceptabilité sociale de l'entreprise. Donc l'analyse des mots de leur texte, qu'on verra après, c'est quand même que le bénéfice attendu de la diversité, c'est la résolution de leur problème, celui-là. Ça, c'est bien le leur. On reconnaît bien l'entreprise derrière ça. L'entreprise 2, c'est la BNP. C'est la richesse, voilà. Donc comment dirais-je, la diversité correspond à un enjeu majeur, c'est l'ambition de l'entreprise pour vivre ensemble mieux, etc., pour assurer la richesse, et il s'adresse à leurs parties prenantes. Je trouvais qu'une banque qui parlait de richesse, voilà. C'est cohérent. C'est logique. Ça veut dire que c'est dans leur vocabulaire quotidien. Enfin, Ils y pensent tous les jours. après, comment? Ils y pensent tous les jours. Oui, ils y pensent tous les jours. Donc ils l'écrivent. Je ne sais pas s'ils ont pris conscience de ce qu'ils ont écrit. Peut-être que c'est tout à fait légitime, hein, qu'ils sont très contents de leur texte, mais voilà. Mais En tout cas, ils disent ça. Ils l'ont probablement associé richesse de... Oui. Voilà. Oui, mais quand même, c'est le mot qui leur correspond. Et si on regarde L'Oréal, leur question, c'est s'adresser à des communautés, parce qu'il y a les Africains, les Indiens, et s'adresser à des communautés avec des produits qui correspondent
à ces différentes communautés. Ils ont des tas de soucis avec les communautés. Enfin, bon, et donc la diversité doit permettre la prospérité, le profit, hein, et des communautés plus fortes. Donc ce qui était intéressant là rapidement, c'est de dire par ces mots-là, l'entreprise se dévoile et met en avant les vertus qu'elle attend de la diversité pour ses propres problèmes à elle. Alors après, on peut regarder les textes en question. Ça va Par rapport à ce sujet-là, oui. notamment, mais ça vaut peut-être pour tous les discours, d'ailleurs, pas ce qu'on appelle les discours, mais il y a et les mots sont les mêmes parce que c'est finalement le même sujet. Et derrière, j'appelle ça l'épreuve, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on veut qu'on est tous égaux et on est les droits de l'homme, mais après concrètement, qu'est-ce qu'on fait derrière? Et c'est quand même ça assez rapidement. On voit les grandes déclarations, même si on va peut-être écrire 10 lignes ou plus, parce qu'il faut qu'on écrive plus, mais après, il y a les programmes réels qu'on a mis ou qu'on n'a pas mis en avant, ou les ambitions qu'on se fixe concrètement, de dire j'ai que 25% de femmes dans mon comité exécutif, je me fixe combien, 30 ou 50? À quelle échéance? Alors, je sais pas, on n'a pas étudié. C'est ça que je trouve intéressant après aussi, c'est par rapport au discours, entre déclaratif, les intentions, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, qui peut des fois, les actions concrètes sont peut-être des fois pas très jeux, enfin, c'est moins beau des fois peut-être, mais c'est concrètement ce qui est mis en place et qui permet de différencier peut-être les mêmes mots, les mêmes discours, mais qui va faire une différence concrète pour le candidat. Alors, on va aller regarder les textes, justement. Là, on est quand même dans la déclaration. Donc là, on est chez Total Energy. Donc, on dit, je vous le lis. Vous le lisez vous-même? Oui, c'est important, je pense, pour ceux qui regardent là. Je le lis alors. Du fait de ces activités, la diversité, facteur clé de réussite, fait partie intégrante de l'ADN de XX, en l'occurrence Total Energy. Engagée de longue date dans la promotion de l'égalité des chances et de la diversité, la compagnie veille à promouvoir une culture d'entreprise inclusive et un environnement propice à l'expression et au développement du potentiel de tous. La diversité des talents et du management est déterminante pour la compétitivité de la compagnie, sa capacité d'innovation, son attractivité et son acceptabilité. On retrouve La compagnie veille à développer les compétences et les carrières de ses collaborateurs en développant une politique de ressources humaines inclusive et en excluant toute discrimination liée notamment aux origines, au genre, à l'orientation ou l'identité sexuelle, au handicap, à l'âge ou à l'appartenance à une organisation politique, syndicale, religieuse ou à une minorité. Alors, ce texte, si on regarde les mots référents, les verbes, les joncteurs, la modalisation, alors moi je vous donne une orientation parce que je l'ai appelé un discours essentialisant. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose, la diversité est essentielle, c'est comme une essence, c'est comme l'essence de cette entreprise. Alors essentialisant, pourquoi? Du fait de ses activités. Donc on est sur un constat, l'entreprise est déjà diverse, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Du fait de ses activités, fait partie intégrante de l'ADN. Bon, l'ADN c'est un lieu commun, on entend partout, mais fait partie intégrante de l'ADN, engagé de longue date, on est dans la logique de preuve que ça existe déjà. Donc ça c'est un premier élément sur ce que j'ai appelé le discours essentialisant. Il y a la diversité, ce que j'ai appelé la diversité de fait. Ensuite, c'est une diversité de fait qui est un facteur. Alors, là où c'est intéressant, c'est la diversité, facteur clé de réussite. Là, il n'y a pas mais oui donc handicap cependant, mais avec afin que. C'est une évidence. C'est-à-dire que là, on est dans une jonction de juxtaposition, comme un axiome, comme un discours de vérité. Un axiome qui ne se démontre pas. La diversité, facteur de réussite, ça ne se discute pas. Et également, pour le fait de ces activités, en lisant cette phrase, on a envie de demander, mais alors, comment vous faites le lien en fait, entre la diversité et vos activités? C'est de fait. C'est de fait. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé essentialisant. C'est-à-dire c'est posé comme une vérité, comme un élément indiscutable. Et on fait, comme c'est indiscutable, on fait l'économie de démonstration. Donc il n'y a pas de joncteur qui dit afin que c'est pourquoi. C'est de fait. Et on a une compagnie
surplombante, là aussi, mais surplombante pas dans une logique de domination, mais plutôt dans une logique de gardienne, de cet état de fait, qui regarde le monde comme ça d'en haut et qui veille. Donc la compagnie veille à promouvoir, la compagnie veille à développer. Elle est la Donc, gardienne. c'est comment ce verbe par rapport à tout à l'heure vos... C'est pas une action, C'est c'est pas Non, mais pas j'imagine. une action, c'est pas. Moi, je le mettrais plutôt sur les verbes d'état. D'état. Elle est là. Elle est. Oui, d'accord. Oui. La compagnie est là. Elle. Oui, il me semble. Mais en fait, c'est une toute petite action, mais c'est du caring, hein. de protection. Enfin, donc c'est en tout cas un positionnement de gardienne. Donc c'est pour ça aussi que face à cette diversité qui est l'essence même de l'entreprise, la compagnie C'est une bonne maman. est une bonne maman, voilà. Elle veille. Elle veille. Et elle veille à quoi? Elle veille à des éléments assez abstraits aussi, assez désincarnés. C'est-à-dire qu'elle veille à développer les compétences pour ça, en développant une politique de ressources humaines. Donc elle ne veille pas, ou elle ne fait pas en sorte que chacun soit positionné au bon endroit. Enfin, on est quand même sur un discours politique de ressources humaines. Elle veille à une politique, c'est-à-dire elle veille pas sur les individus, elle veille sur les logiques d'action de l'entreprise. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et puis, un point intéressant, c'est une politique de ressources humaines inclusive. Et là, il y a un joncteur et en excluant toute discrimination. Le contraire. Oui. Inclusif, exclu. Inclusif, exclu. Et puis ce et, alors qu'une politique de ressources humaines inclusive, excluant, alors c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas voulu mettre juxtaposer inclusif et excluant, qui est quand même drôle de juxtaposition. Mais cette politique de ressources humaines inclusive, elle lutte bien contre les discriminations. On aurait pu mettre un point inclusif. Mais... Oui, oui. La fin de la phrase, elle est quasiment légale en fait. Elle est, et elle est aujourd'hui, redondante. si on dit des trucs, Oui. on a besoin de marquer tous les mots qui sont là. Quoi. Oui, oui. On sent derrière qu'il y a un discours qui se veut rassurant. Oui. Et il y a beaucoup de redondance. Par exemple, il y a 3 fois le verbe développer. Au début, on a développé, dans le premier paragraphe, développement du potentiel de tous. Dernier paragraphe, dans la même phrase, hein, oui. Total Energy veille à développer les compétences à l'égard de ses collaborateurs en développant. C'est, ouais. Oui, alors est-ce que c'est rassurant ou est-ce qu'au contraire c'est suspect? Ça peut. Ouais. Mais voilà. Après, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, affirmatif sans démonstration, amplification, renforcement par des qualificatifs de cette essentialisation déterminante. Où est-ce qu'il y a un déterminante? Oui. Voilà, la diversité des management est déterminante. Enfin, on est dans la diversité comme essence et on a une gardienne, une compagnie gardienne de tout ça. Est-ce que c'est une logique de preuve, pour reprendre votre argument tout à l'heure, sur ce qu'elle fait effectivement? En même temps, c'est un petit peu dérangeant, parce qu'à la fois on est comme ça, ne discutez pas, mais on veille quand même, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Ah ben de toute manière, si on regarde et à développer, la composition démographique de certaines entreprises, la diversité, il y a du boulot. Hein. Oui, mais dans le message, à la fois on est et on affirme que c'est comme ça, mais on va quand même veiller à ce que ça à promouvoir, c'est-à-dire que ça ne l'est pas. Je trouve que c'est vrai. Veiller aussi, pour moi, veiller, ça peut aussi être actif dans le sens de la veille active et peut-être qu'on passe plus de temps à veiller sur la culture et sur l'image qu'on veut donner concernant la diversité qu'à vraiment faire de la diversité en soi. Enfin, parce qu'on veille à la culture, on veille aux politiques comme vous l'avez dit, mais on ne pense pas vraiment au final aux vraies personnes en fait qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on va mettre des politiques. Parfois, je l'ai vu dans certaines entreprises, ça me fait penser à ça en fait, on va mettre des politiques aléatoires au final, et complètement aléatoires, juste pour avoir les chiffres qui nous permettent de justement présenter cette culture et cette image. En tout cas, elle veille à des choses assez désincarnées.
parce que veiller à une politique de ressources humaines inclusive, même si on ajoute inclusive parce que voilà, c'est dans la tonalité générale de ce discours, elle ne veille pas à l'équilibre entre les personnes, elle veille à une politique. Voilà, donc c'est un discours que j'ai appelé essentialisant, la diversité étant l'essence de cette entreprise, avec la suspicion que si elle veille, c'est qu'il faut que cet équilibre n'est pas si stabilisé, et elle veille sur un mode assez désincarné, sur des éléments assez désincarnés. Voilà. Après, elle en dit beaucoup plus après, hein, puis ils en font des pages et des pages, ça mériterait de regarder l'intégralité de leur texte et voir d'ailleurs si les pages à tel endroit correspondent à tel autre endroit, s'il y a des contradictions, si on s'adresse aux candidats, si on s'adresse aux clients, enfin, il faut aller regarder l'ensemble. Mais c'est juste à titre d'exemple comment, à cet endroit-là, on parle de la diversité. Alors on peut passer à la deuxième entreprise. Oui, par donc la BNP, que j'ai appelée un discours de réparation. Alors ça c'est mes appellations mais que je vous soumets. Alors à la BNP, nous croyons que la diversité, l'égalité des chances et la qualité du vivre ensemble sont une richesse. C'est pourquoi le groupe agit au quotidien auprès de l'ensemble de ses parties prenantes, afin de créer un environnement respectueux de chacun, fondé sur l'égalité, et fait de la lutte contre les discriminations un enjeu majeur, une ambition affirmée et une politique volontariste en faveur de l'égalité. Donc là, il y a un engagement, et quand je l'ai appelé réparation, c'est que tout ce qui est fait est c'est pourquoi le groupe agit, afin de afin de créer un environnement. Enfin bon, c'est bien dans une logique d'action. Donc ça, on peut dire que c'est un véritable engagement, mais une action afin de, comme s'il y avait en hors-champ ou en creux, quelque chose qu'il faut réparer. C'est pour ça que je l'ai appelé de cette manière-là. En même temps, ça a peut-être plus une logique de preuve, ou en tout cas pas de preuve, mais en tout cas de mesure effective de l'engagement. On a quitté la compagnie qui veille pour qui lutte. À nous qui lutte afin de réparer. Le réparer, il est implicite. Mais alors, par contre, sur 4 lignes, il y a 3 fois le même mot quand même. Lequel? L'égalité. Ah oui. Et c'est redondant là. Oui. C'est la première phrase, l'égalité des chances. L'égalité des chances, oui. Ensuite, on a troisième ligne, fondée sur l'égalité. Oui, et dernière phrase, en faveur de l'égalité. Oui. Donc c'est vraiment ça qu'il faut traiter, quoi. Ils ont ça en tête, tuc, tuc, tuc. C'est redondant. C'est redondant, oui, c'est vrai. En même temps, ils introduisent le vivre ensemble, c'est plus intéressant. Oui. L'autre pas. Non. Leur présupposé, c'est que la diversité permettra de vivre ensemble mieux. Moi, il y a un mot qui m'a interpellée, c'est partie prenante. Parce que là aussi, ils agissent auprès de leurs parties prenantes. Ça, c'est quand même assez désincarné. C'est quoi? C'est leurs clients, c'est leurs fournisseurs, c'est leurs salariés, bien sûr. C'est leurs... Les clients riches, les clients pauvres. Les clients au coin de la rue ou les clients riches. Les prestataires aussi. Les prestataires, oui. C'est un mot pratique, on va dire. C'est un mot pratique. Non mais oui, parce qu'en fait, vous êtes censé tout lister. Oui. Donc pour c'est un mot qui englobe tout. Mais ils auraient pu le dire auprès de nos clients, auprès de nos... Si on est dans une logique de preuve... Et la logique de la RSE veut que vous adressiez à Oui. toutes les parties prenantes et que donc c'est ça qui peut Oui. dire. Dans les deux sociétés. Donc voilà un autre discours. Donc vous voyez, c'est différent. Et on va passer au troisième, qui est L'Oréal. Donc que j'ai appelé un discours religieux, certainement influencé par Nous croyons, qui était déjà Nous croyons à la BNP, mais nous croyons et nous agissons et nous réparons. Là, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Chez donc L'Oréal, nous croyons que l'intégration et la valorisation des personnes de toute culture, origine et mode de vie participent à créer des entreprises et des communautés plus fortes. Religieux parce que la diversité est créatrice. C'est ça qui m'a...
qu'elle crée. Pour atteindre cet objectif, nous favorisons des lieux de travail où chacun, quelle que soit son ethnie, ses origines sociales, sa religion, son sexe, son âge, et en dépit de tout handicap, se sentent accueillis et valorisés. Des lieux où chacun puisse s'épanouir et se développer et contribuer à son tour à la prospérité et au développement de notre entreprise. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Je l'ai appelé religieux parce qu'il y a cette croyance, et cette croyance comme quoi la diversité est créatrice d'un environnement. Après, de mon point de vue, il y a quand même un écart entre cette création et le fait de mettre en place des lieux de travail, qui est quand même plus anecdotique. Est-ce que la diversité se joue en mettant en place des lieux de travail qui permettent l'épanouissement? Enfin, je questionne cette différence entre l'ambition ou la religion ou le discours très général et la solution. Voilà. Après, il y a une question quand même de mots. Et puis il y a l'accueilli aussi qui renforce le côté Oui, nous accueillons dans la générosité. Bon, il y a le mot ethnie qui pour moi en français est dangereux. Voilà. Et puis dans ce discours religieux, il est quand même au service de l'entreprise. Voilà. Et il y a un point que je l'aurais mentionné, donc je le dis en toute liberté, mais donc on a une liste. Alors la liste des critères de diversité, c'est une liste codée. Oui, mais elle est organisée de façon différente, parce qu'ici on met ethnie en premier, donc c'est un peu intéressant. En anglais, on n'hésite pas. En anglais, on n'hésite pas, non? Mais en français c'est toujours délicat. Oui. Il y a les origines sociales, puis ça devient religion, puis ça devient sexe. Il y a l'ordre aussi, qui est différent d'une entreprise à l'autre. Ben, c'est sûrement parce que ethnie fait référence à communauté, et comme c'est leur sujet, ils l'ont mis en premier comme une préoccupation. Oui. Ils n'ont pas voulu dire race. Non. Race, je ne pense pas que ça puisse se dire aujourd'hui. Bah si, les origines raciales et la complexion. Pour eux, ah oui, la complexion, oui. Ah oui. Et alors, dans cette phrase, qui est cette liste, avec ces critères socialement acceptés aujourd'hui, à part ethnie, de diversité, enfin, on pourrait en inventer d'autres, et pourquoi il n'y en a pas d'autres, il y a en dépit de tout handicap, qui est quand même, qui est une sorte de bémol, qui est un statut différent des autres critères de diversité. Et ce n'est pas en dépit du handicap, c'est en dépit de tout handicap. Donc il y a un renforcement de cette proposition et qui met la question du handicap ailleurs ou en dessous. Et puis c'est problématique ça. Et problématique pour les handicaps, c'est qu'on ne fait pas avec le handicap. Oui. On essaie de le gommer. Oui, en dépit de, absolument. Puis en dépit de, enfin le dépit, le mot a une connotation, une sonorité négative, de tout handicap, donc on n'est pas sur la, comment dirais-je, l'ajustement, on est sur quelque chose d'absolument radical. Voilà. Et la question d'une entreprise comme ça, c'est qu'ils associent plutôt le handicap à la non-beauté, et leur métier, c'est la beauté. Donc je pense que dans leur représentation, s'ils l'ont mis là, c'est que ils veulent soit le gommer, soit ça les dérange. Et ça, c'est dit dans leur texte. Voilà. Moi, je suis handicapée. Est-ce que je dis ça? Est-ce que j'ai envie d'aller... Est-ce que j'ai une perception d'une preuve d'une entreprise qui va prendre mon handicap en compte? Voilà. Voilà sur ce qu'on peut dire sur ces discours. Donc après, on peut... Enfin, moi, je trouve un grand plaisir à faire ça. Parce que je trouve que en allant, je vous donne ma perception et mon positionnement, mais par exemple, si on remonte très en amont, on fait des découvertes quand même, parce qu'on lit des textes comme ça, et si on prend le temps de les analyser, on fait des découvertes, et voilà. Et cette découverte-là, elle m'a paru quand même assez étonnante. C'est que finalement, dans tout ce discours sur la diversité, l'entreprise cherche à résoudre son problème, et en synthèse de ces trois discours, je pense que ça vous apparaît de façon évidente, c'est qu'il y a quand même un grand absent, c'est où est le salarié là-dedans?
quel est le bénéfice pour lui? Est-ce qu'on s'adresse à lui? Alors après, ce que vous disiez, est-ce qu'il y a des logiques de preuve? On fait ça, on a des programmes, on est passé de temps à temps, on avait 5% de femmes parmi les dirigeants, on en a aujourd'hui 25, on a un objectif de... pour l'instant, là j'ai pris des discours de déclaration, mais quand même la diversité pour qui? Alors je pense que je l'ai mis... Il y a Total qui a un peu compétences carrière qui ont quand même Oui, plus c'est vrai. accentué que les C'est autres. le seul. Oui. Qui parle des collaborateurs. Pour la BNP, il n'y a pas de trace de salariés, c'est les parties prenantes. Et pour L'Oréal, c'est personne de toute culture. Et j'ai une question par rapport au discours de L'Oréal. Est-ce qu'après, il précise comment le lieu intervient dans la promotion de ces valeurs? Oui. Ou est-ce que c'est Non. dit plus tard? Non. Ah, d'accord. Parce que c'est vraiment étonnant. C'est étonnant parce oui. que c'est quand même Ah, un élément. Enfin, je parlais des bureaux tout à l'heure et la question des bureaux est essentielle. Mais l'espace de travail, l'environnement de travail, c'est quand même pas que la réponse à des questions de diversité. Donc il y a un écart entre le nous croyons, nous accueillons, ça va permettre de créer des communautés plus fortes et on va travailler sur des éléments de décor. Et en dépit de tout handicap, En dépit d'eux, en dépit d'eux, c'est mortel. c'est risqué comme Oui. terme. Oui, Et là, oui, et je pense que autant on peut y avoir des textes qui sont construits parce qu'on a envie de dire telle ou telle chose. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on est bien conforme à ce qu'on a envie de dire? Mais là, je pense que c'est comme un lapsus. Oui. Mais non, mais ces trois textes, ils sont bien pensants tous, les trois. Okay. Ils sont bien pensants. Ils sont bien tous les trois. Oui. Parce qu'il y en a un, c'est on est compétitif, vous allez voir les gars, les filles aussi, peut-être. Okay. Voilà. Mais la BNP, c'est la richesse, donc c'est aussi du dynamisme. Mais c'est quand même aussi que on va faire. On est dans l'air du temps, quoi. On va réparer. Mais voilà. C'est vrai que sur Total, moi, on m'a paru plus intéressant. Il est plus essentialisant, c'est plus essentiel. Oui, puis là, mais oui. Voilà. Moi, c'était l'idée de l'essence. Oui. C'est vrai qu'en regardant, il y a ADN. Oui. ADN, c'est du fait essentiel. on et met des actions. À la fin, il y a la liste. On Oui. nous met dans des cases. Oui. Et après, comme on ne savait plus la dernière case, on est et autres minorités. Ou toute minorité. Et vous aviez l'air de dire que c'était presque obligatoire. Vous parlez de bien-pensance dans le sens où aujourd'hui, une entreprise a fortiori cotée type CAC 40 ne peut pas dire autre chose que ce qui est marqué là. Oui. Ce n'est pas possible. Même si ils penseraient, je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne vais pas utiliser, mais même si l'ensemble de la direction pensait l'opposé de ce qui est écrit là, ils ne peuvent pas écrire autre chose. Donc c'est un exercice imposé, absolu. Et c'est pour ça qu'après rapidement, tout dépend à qui on parle. Votre remarque sur donc, est-ce que c'est un candidat qui regarde ça? Est-ce que c'est un actionnaire? 90% des gens qui lisent ça sur un site internet, c'est des actionnaires. Donc, ils sont rassurés. Ils sont plutôt rassurés, pour le côté Total par exemple. Non mais je veux dire, donc, tout dépend qui va lire ça. En tant que candidat, assez rapidement, ce que vous disiez, on a envie de se dire, ok, mais moi je vais vivre là maintenant dans ce fameux lieu de travail, en dépit de qui je suis, bon, qu'est-ce qu'ils me font concrètement pour moi? Donc est-ce que pour le coup le lieu de travail reste le quotidien? Donc le lieu de travail, moi je ne le vois pas que comme le lieu, le bureau de tout à l'heure, mais je le vois aussi comme mon manager, ma collègue. C'est peut-être ça qu'il voulait dire, peut-être maladroitement derrière. Non mais je suis d'accord avec vous, mais c'est peut-être ça qu'il y avait derrière. Parce le manager est absent, le salarié est absent, les principes de management ne sont pas cités. Oui, c'est ça. Donc après, est-ce que derrière il y a du détail ou autre pour apporter des il y en a sûrement, mais c'est parfois noyé quand même. Ouais. Et c'est le problème de ces sujets, enfin, oui. Moi, à titre personnel, de ces sujets, on a du mal à être contre, et en même temps, on nous impose. La réalité, c'est que dans une entreprise, en fait, si vous prenez chacune des. Ce qu'il y a entre chaque virgule, ça comme vous voulez, de communauté, de sous-communauté, de. Et en fait, chacun vient vous voir en disant oui, mais vous avez mis. Non, mais vous n'avez pas mis. Oui, mais c'est pas le sujet parce qu'on est censés être tous ensemble. Et là, vous commencez. Mais sur tous les sujets, vous commencez à essayer de dire religion parce que vous voulez inclure tout le monde. Oui, mais c'est pas le sujet parce que moi, en fait, je travaille dans les petits bureaux de province versus le siège.
on ne met jamais en avant. Ok, alors vous commencez à dire. Et après, vous Et les avez. petits bureaux de province, et le siège. Et après, il y a l'international qui va vous dire, parce que. Et après, vous avez des gens, effectivement, alors de couleur, oui, mais c'est pas le sujet, parce que maintenant, on a des entreprises multinationales. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire que. Oui, c'est toute l'ambiguïté de ces Voilà, ces et donc vous catégories qui finissez par catégoriser, stigmatisent. Oui. qui à la fois stigmatisent Oui. et sont demandés tant en interne qu'en externe. Oui. Et à la fin, vous retrouvez des textes qui, objectivement, moi, me fatiguent, mais je dois les écrire. Non, mais il faut être clair. Et donc, c'est vrai qu'on a plutôt envie de travailler sur concrètement ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, quoi. C'est comme on a des sujets pareils sur le harcèlement sexuel notamment et tout. On écrit des textes là-dessus, mais à un moment donné, on va dire, en fait, est-ce qu'on a formé tous nos managers sur le sujet? Et est-ce qu'on a surtout, je dirais, les deux mecs qui ont déconné? C'est la seule question à se poser sur ce sujet-là. Et on peut écrire des Alors, il y a la nécessité de discours un peu textes, religieux. oui. Et en même temps, c'est vrai que là, manque des discours de preuve. Et puis, manque un acteur, de mon point de vue, qui est quand même que le salarié est compté. Donc, il est cité comme le collaborateur une fois dans le texte de Total Énergie. Pas de traces de salarié, mais de partie prenante dans le texte de BNP. Et dans le texte de L'Oréal, c'est personne de toute culture. Le bénéficiaire, quand même, pour l'instant, soit il résout ses problèmes, c'est quand même l'entreprise qui est au centre. La diversité, elle a des bénéfices parce qu'elle va permettre l'innovation, elle va permettre le profit, elle va permettre la richesse, elle va permettre la traçabilité. Enfin bon, pourquoi pas? Mais il y a quand même peu de... La balance n'est pas équilibrée entre le bénéfice pour les salariés et le bénéfice pour l'entreprise dans le Le discours de L'Oréal est très intéressé, je trouve. Très intéressé. Intéressé pour lui-même, ouais. Oui. C'est en gros, on fait ça pour vous, et du coup, comme ça, après, vous véhiculez l'ADN. Oui. Voilà. On en tirera profit. Participer à la prospérité de l'entreprise. C'est très intéressant. Oui, l'acteur, le bénéficiaire, le bénéfice va plutôt... et puis l'objet de l'action, c'est culture d'entreprise inclusive, développement d'une politique de ressources humaines, environnement propice, le travail. Enfin, on est quand même sur des choses là aussi, quand même assez désincarnées. Voilà. C'est très facile d'être un peu critique en même temps. C'est un discours imposé. C'est sciemment que j'ai choisi ce thème, parce que je pense que c'est compliqué d'écrire quelque chose d'extrêmement différenciant d'une entreprise à l'autre, qu'il faut passer par un discours de nature politique. Après, si on se dit, alors, on a vu ce que ces mots disent de vous, je pense que ça, ils disent quand même beaucoup de l'entreprise qui parle. Si on est sur la rhétorique et les mots pour le dire, les mots pour le faire, est-ce que ces mots ont une portée performative d'action Voilà, pour l'instant, on est sur un discours politique imposé avec, je pense quand même, un certain, ce que vous dites un peu, pas un malaise, mais enfin une complexité pour les entreprises à écrire quelque chose où ils ne sont pas très à l'aise sur le sujet. C'est sur leur site, c'est ça? Oui. Une complexité à trouver une stratégie aussi, ça veut dire que je pense que cette complexité à écrire, ça veut dire que derrière, ils n'ont pas non plus trouvé la bonne stratégie pour gérer la diversité. Dans les entreprises aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment, il y a tellement du cas par cas, en fait, tellement de diversité au final qu'on ne sait pas gérer. Une personne va être à l'aise, par exemple, pour déclarer un conflit, alors qu'une autre personne, s'il y a par exemple un harcèlement sexuel ou quoi que ce soit, ne va pas être à l'aise à le faire. Donc comment on va faire, ou si on a du racisme ou quoi que ce soit, ne va pas être à l'aise à le faire. Donc on doit vraiment gérer du cas par cas. Et donc il n'y a pas de stratégie claire ou une recette claire qui puisse être écrite au final sur leur site. En même temps, on peut dire, en matière de recrutement, voilà ce qu'on fait en matière de recrutement, voilà ce qu'on fait en termes de promotion interne, voilà ce qu'on fait en termes de formation. Là, on n'est pas sur une politique ressources humaines inclusive, on est beaucoup plus précis sur des axes de travail de la politique RH. Mais même en matière de recrutement ou de promotion interne, moi en tant que, par exemple, de femme, j'ai déjà eu cette expérience, c'est-à-dire que j'ai été promue alors que j'étais démissionnaire juste parce que j'étais une femme. Et donc, pour participer à un chiffre. Et là, supposant que je n'ai pas démissionné, je me serais posé la question, en fait, pour me dire, c'est pas que je ne mets pas en doute mes compétences non plus. Je sais que je méritais cette promotion, mais je sais qu'il y a d'autres hommes qui ne la méritaient pas, et moi, qui la méritaient, pardon, et moi, j'allais démissionner. Donc, eux auraient pu l'avoir à ma place. Et donc, même cette politique de promotion, de recrutement, etc., c'est vrai qu'il y a des questions à se poser par rapport à où est-ce qu'on met le curseur pour équilibrer, en fait.
Alors, il y a quand même la preuve par des chiffres Oui. qu'on peut mettre. Ouais, plein de trucs qui sont Il y a que ça. Et puis, on a formé tous les recruteurs sur les biais de perception, parce que ça, c'est très à la mode aujourd'hui, mais ça joue quand même. Enfin, on peut mentionner des choses plus concrètes que... Ouais, ce que je pense, je pense que toutes ces entreprises-là, je vais les vérifier tout à l'heure, mais elles ont à mon avis... Elles ont plus à dire, hein, mais... en fait, on est obligé d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des rapports sur le développement durable au sens large qui incluent ces sujets-là, et donc ils écrivent quasiment 100 pages en fait, sur le sujet, donc il faut commencer à écrire des trucs. Mais non, ce qui est hyper... Et donc je pense que leur site, je refais pareil aussi du site de l'entreprise en ce moment, et donc qu'est-ce qu'on présente au début, en détail et autres. Absolument. Et ce qui est très intéressant, que ça me fait réfléchir, c'est qu'en fait là, vous avez pris sûrement le début, Oui. et potentiellement plein de gens vont s'arrêter là. J'imagine qu'ils ont fait des dizaines de pages avec sûrement des exemples, hein, ces grosses boîtes-là font plein de trucs, après on ne demande même pas, mais des actions. Donc là où vous avez très raison, c'est dans ce paragraphe où c'est quelques 10 lignes, 20 lignes du début, qu'est-ce qu'on raconte? Et là on voit bien qu'ils racontent quand même des choses différentes. On ne peut pas tout dire ni mettre toutes les preuves dans 10 lignes, mais moi ça me pose la question personnellement de dire de la place de... si je mets que 10 lignes, et il ne faut peut-être pas que je sois trop ni essentiel, ni trop politique, ni c'est quoi le juste milieu, parce que par rapport à ce qu'on veut être, on veut montrer, c'est pas simple, et c'est intéressant. Mais ce qu'on peut faire, c'est écrire ce qu'on a à dire, et après reprendre du recul, et de dire comment on l'a dit, quels sont les mots qu'on a utilisés, quelles sont les articulations qu'on a mises en place. Est-ce qu'il n'y a pas des hiatus sur un texte? Je reprends l'exemple caricatural du en dépit de. Est-ce que vraiment on maîtrise ce qu'on a dit là, ou est-ce qu'au contraire on a juste... alors j'ai pris où je l'ai trouvé, parce que parfois sur les sites internet il y a le volet candidat, il y a le volet client. Donc je l'ai pris où je l'ai trouvé, vous le retrouverez certainement peut-être. Et c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que ces textes-là soient éclatés dans des tas de rubriques de ces sites internet. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on est d'ailleurs un peu étourdi par tout ce qui se dit, qui est quand même assez général. Est-ce qu'il ne faut pas... Comme je dis de façon tout à fait simple, est-ce qu'il n'y a pas une charte que toutes les entreprises signent en disant on a signé ça, et voilà ce qui nous engage tous, et voilà maintenant ce qu'on fait pour ça, plutôt que de reprendre un discours politique. Enfin voilà, c'est un peu facile d'être dans l'analyse. Est-ce qu'un texte donne envie d'en savoir plus? C'est la fameuse quatrième couverture c'est l'éditeur qui va faire ça souvent, ou le libraire, mais enfin, ça là c'est du marketing souvent. Mais j'avoue que souvent le mot du libraire, moi, me donne envie. Parce que je connais le libraire, et si c'est bien, c'est 4 lignes bien troussées, je vais aller, envie de, pourquoi pas tenter la chance, alors je ne connais pas du tout l'écrivain. Donc nous, en tant que plus professionnels, est-ce que ces 10 lignes-là, on doit se dire, est-ce que si c'est un candidat ou un actionnaire, si j'ai plus à dire, est-ce qu'il aura envie d'y aller? Et à quel endroit? Et sinon, est-ce que ça suffit? Oui. Et en fait, moi, je suis assez déçu même d'un texte comme Total, qui est très bien, c'est très bien écrit, mais cette déclaration-là, pour moi, elle est vide, en fait. Et donc, si j'ai que ça, je suis déçu. Donc, non, mais bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Non, mais en même temps, si je ne lis que ça, ça je veux dire, c'est que la plupart des gens ne vont pas lire non plus 20 pages. Donc, si vous lisez que ce paragraphe-là, moi, en tant que candidat, et je le connais bien, c'est un vrai bon client, je me dis, bullshit politique, si je le dis un peu direct. Justement, est-ce que la lutte pour la diversité n'est pas que ça actuellement encore? Pour moi, tous ces exemples aussi posent la question, surtout dans une stratégie éditoriale liée à Internet, de qu'est-ce qui va différencier en fait un texte entre guillemets de contenu qui est là parce qu'il faut qu'il soit là, d'un texte qui a du sens et qui fait sens et qui a une vraie valeur en fait ajoutée. Enfin, on parle de valeur ajoutée, mais qui a une vraie valeur en lien d'engagement avec le réel. Et c'est vrai que en fait, quand on est copywriter ou quand on écrit des textes en marketing, on crée du contenu. Et vraiment, c'est à chaque fois se poser la question de peut-être je peux dépasser ce terme et élaborer un texte pensé, réfléchi, qui n'est pas là juste en fait parce qu'il doit être là et qui a une fonction qui dépasse sa simple présence. Oui, je suis d'accord. Enfin, après, c'est sous toute la logique de la politique éditoriale. Et effectivement, sur un site internet, en plus, on rentre par plusieurs entrées. Le lecteur n'est pas du tout guidé, c'est lui qui fait son chemin. Et qu'est-ce qu'on met à tel endroit? Qu'est-ce qu'il doit trouver sur son chemin sur un même thème? C'est une question un peu presque philosophique, mais c'est... Oui.
Et en fait, on a un gros, là je parle pour nous, mais on a eu un gros défaut que je vais essayer de corriger dans la prochaine version, qui est le fait de dire, parce que j'aime bien en fait je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est exactement ça, le texte est là parce qu'il doit être là. Donc si je fais la caricature, on nous dit, chacun d'ailleurs a sa vision d'entreprise sur la communication et sur le site internet, hein, sans y travailler, donc on vous dit qu'il faudrait on vient vous voir tous les jours pour dire, moi je vois que la diversité c'est un sujet primordial, donc c'est essentiel, donc il faut que ça soit au premier niveau. Je veux un bandeau, plus de diversité tout en haut du site. Okay, chacun vous voir quasiment toutes les semaines avec cette même idée de dire moi c'est le plus important. Et en fait vous avez les gens confondus à qui on s'adresse sur un site internet, il y a des priorités, des sites prioritaires, et chacun veut avoir par rapport à son projet interne, son sous-projet, il veut être tout en haut ou veut même sa page. Et potentiellement, vous pouvez la question, mais potentiellement, c'est pas nécessaire. Le site internet ne doit pas ni tout dire, ni raconter toute l'histoire absolue de qui on est dans le détail. Que celui qui l'écrit. En fait, et c'est ça le gros, et ça c'est très difficile à faire comprendre, c'est qu'en fait, et là, on pousse un truc, on dit en fait, on va passer de centaines de pages à beaucoup moins. On va essayer, on va voir si ça marche, mais d'enfermer un petit peu dans ce que j'appelle des histoires, mais pour le coup, je vais essayer qu'il y ait moins de texte, mais penser pour une cible particulière. Donc là, on a estimé que le candidat, il est intéressé par tel et tel sujet, on va lui apporter des bouts de preuve, mais je ne vais pas lister. Aujourd'hui, j'ai un menu avec des sous-menus, des sous-sous-menus, parce que chacun m'a dit, je veux ma page, moi j'ai un programme de satisfaction de client, il faut qu'elle soit là. J'ai un plan stratégique, j'ai fait un plan machin, il faut qu'on ait une page pour le plan. Il faut qu'on ait une. En fait, personne ne va aller voir la page. Après, il y a un argument qui est qui l'a fréquenté. Oui. Et ça, c'est un élément de réalité. Elle n'est pas suffisamment régulièrement mise à jour et elle a eu une fréquentation de temps. Alors, c'est très vexant pour celui qui l'a conçu. Je sais pas. On peut le faire sur un mode. Nos amis dirigeants essayent de. Voilà. Donc on essaie de dire. Non, moi, mon autre argument là, en ce moment, c'est de dire les chiffres. C'est on a fait des interviews avec des actionnaires, avec des candidats, avec des clients, des prospects, et en fait, ils se fichent de tout ça. Ou alors, le pire, ils n'ont pas compris. Votre premier slide, pour nous, hein, ils n'ont pas compris ce qu'on fait. Et donc, il faut qu'on les guide pour dire, c'est pas eux de trouver ce qu'on fait par leurs propres moyens, il faut qu'on leur dise plus simplement, voilà ce qu'on fait, voilà qui on est, voilà pourquoi nous, leur versus dire. les autres. Et les enfermer, c'est un peu... Normalement, un bon site, il est capable aussi justement de mener à ce chemin, cette cohérence aussi en disant, ben voilà, le discours un petit peu générique sur la RSE, sur la diversité, etc. Et ensuite, les actions menées. C'est aussi en général, on a une personne responsable d'un site intranet, internet, etc., qui veille justement aussi à cette cohérence et cette logique éditoriale et cette logique de retrouver des informations et de retrouver les mots, etc., et de guider aussi l'internaute, le lecteur. Donc, alors c'est la même chose que sur les textes. Produire les textes et prendre un temps de recul pour les regarder. Là, je vous ai mis les différentes clés de lecture éventuellement d'un texte, sachant qu'il y en a des tas d'autres, mais c'est celle que je propose qui est assez simple. Et c'est la même chose sur les sites internet ou intranet, c'est de les concevoir et après, je travaillais en ergonomie sur ce qu'on appelle l'interface homme-machine, c'est-à-dire mettre des utilisateurs en face, d'observer comment ils circulent sur le site internet ou intranet, et est-ce qu'à un moment ils sont perdus, ils lâchent, au contraire, est-ce qu'ils ont un fil d'Ariane qui les guide parfaitement. Enfin, il y a toujours cette idée de conception-réalisation et de mesure après de comment le lecteur, comment l'utilisateur va circuler là-dedans. Sachant qu'il y a un principe en psychologie sociale qui est de dire, quand on dit un discours, quand on lit un texte, on retient ce qui est dit en début et ce qui est dit à la fin. Au milieu, voilà, on est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas l'écoute flottante, mais c'est comment là. J'ai des collègues qui travaillent en cognitif sur la lecture de l'orthographe, ce qu'on appelle le trou orthographique, les lettres du milieu. Oui, ben voilà, les premières lettres et les dernières lettres. Le trou, c'est pour ça quand on fait des erreurs de lecture rapide, et c'est qu'on a regardé, on a inféré à partir du début et la fin du mot. Oui. Ça s'appelle ça le trou orthographique. Mais il y a le trou du cœur du texte, on va dire. En tout cas, la mémorisation d'un texte, d'un discours, d'un contenu, c'est le début, c'est les 3 premières phrases et c'est les 3 dernières phrases. Et à l'intérieur, alors après, vous pouvez aider le lecteur en créant des catégories, en orientant sa facilité de lecture,
Mais voilà, c'est les deux empreintes. C'est un peu comme la construction d'un article, c'est un peu mon entonnoir aussi. Enfin, Oui. on met souvent voilà, dans l'accroche ou dans les premières lignes, c'est le qui, où, quoi, comment. Enfin, c'est vraiment l'essence de l'article. C'est de quoi ça va traiter. Et puis là, il y a une question, je ne l'ai pas mis là, mais qui parle? Quel est l'énonciateur? Vous mettez quoi derrière précisément? L'énonciateur, c'est je, nous, la compagnie. D'accord, est-ce que c'est. C'est qui parle? On prend le texte, c'est qui parle. La compagnie veille, c'est elle qui parle. D'ailleurs, c'est pas elle qui parle, c'est un narrateur qui raconte qu'il y a une compagnie qui veille. C'est pas nous faisons. Voilà, identifier qui parle. Je trouve que l'énonciateur, c'est intéressant. Parce que parfois, c'est le groupe qui parle. Ou le groupe qui a fait. Le groupe, c'est très abstrait. Ça peut être un choix, hein, mais... Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, oui, j'ai pris une sorte... Donc, j'ai dit les mots. Allez regarder les mots. Est-ce qu'on peut... Pardon, oui, c'est une question qu'on a en ce moment, mais... Est-ce qu'on peut mélanger un peu? Oui, quand on énonce, alors typiquement, le deuxième A, donc l'entreprise totale, et après mélanger en disant... Donc là, c'est un peu impersonnel, parce qu'on se cite, on s'auto-cite. Oui. Après, on dit nous, faisons. Oui, oui. Le mélange des deux, vous... Ah oui, au pas gênant? Oui. Des fois, c'est trop abstrait, mais on a envie de remettre du nous, mais on dit ouais, mais tu mélanges. Oui, mais il faut quand même qu'on comprenne que de temps en temps, nous sommes telle entreprise, nous agissons. Ça peut être aussi un manager qui prend la parole et dit je. Oui, alors, sur l'article en lui-même. Oui. Donc, en tout cas, identifier l'énonciateur, c'est souvent intéressant parce que parfois, c'est un énonciateur un peu. Bon, voilà, en tout cas, pour aller du plus général au plus détaillé. Première étape, ce qu'on a vu tout à l'heure, déjà les mots référents. Alors j'ai mis nuage. Quels sont les mots référents? Quels sont les mots qu'on entend, qui sont éventuellement, qui se répètent. Après, ce que j'ai appelé les galaxies, pour rester dans la métaphore du ciel, les nuages, les galaxies, c'est-à-dire les liens entre les... Enfin, vous voyez bien l'image, hein, donc les groupes de mots qui sont joints, soit par des juxtapositions, entre virgules, entre points, soit par des joncteurs, soit par des métaphores. Pourquoi pas, hein, là on n'a pas vu de métaphore, mais il peut y avoir des galaxies qui sont construites sur voilà, Total Énergie, le géant. Et puis, ce que j'ai appelé la modélisation ou le climat, c'est-à-dire quels sont les verbes qui sont utilisés. Est-ce qu'on est dans l'action, la déclaration ou l'état de fait, les modalisations, amplification, etc. Le rythme qui parle, c'est l'énonciateur. Et est-ce qu'on est, où sont les implicites et les explicites? Quand on est sur un discours de réparation, l'implicite, c'est que la situation n'est pas, voilà, elle n'est pas souhaitée comme elle devrait être souhaitée. Elle n'est pas top actuellement. Voilà. Voilà, c'est une... Je pense que si on fait déjà ça en prenant le temps d'analyser un texte, ce qu'on vient d'écrire, ou plusieurs textes comparés entre un avant-après, ou plusieurs textes comparés entre soi et les concurrents, enfin, mais voilà, on peut aller dans ce degré de détail de plus en plus. C'est pas extrêmement compliqué, mais je pense que ça informe déjà sur ce qu'on a écrit, sur ce qu'on dit et ce qu'on pourrait, la manière dont ce qu'on a dit peut être perçu ou ce qu'on reprend dans les termes de notre matinée, qui est ce que les mots disent de nous. Voilà. Victor, c'est vous. Voilà, je vais peut-être juste dire un petit mot en conclusion. Pour vous dire que, déjà pour remercier Dominique d'être venu ce matin. Alors il devait y avoir François qui faisait une joie à Taillandi de venir parler de son livre La parole altérée sur l'expression publique. Bon, il est injoignable depuis ce matin, donc il a dû avoir un empêchement. Oui. Mais bon, il est 10h30, donc Dominique a parlé pour deux, ce qui est bien. Donc ça fera sûrement l'objet d'un deuxième petit déjeuner autour de ce thème-là. Voilà, en tout cas, on vous remercie tous d'être venus aujourd'hui et de nous suivre en live. Et encore une fois, merci Dominique. Et c'est un exercice amusant aussi, parce qu'on fait des découvertes. Voilà, c'est juste, je vous livre, en tout cas, par pure projection, le plaisir que j'ai moi à
analyser les textes et des textes littéraires et des textes institutionnels. Mais concrètement, question concrète, vous servez de quel outil pour faire ces analyses, de quel logiciel? alors il existe un logiciel, enfin moi j'ai travaillé en psychologie sociale, j'ai fait partie des études en psychologie sociale, j'ai travaillé sur la question du langage et on avait créé, à l'époque on faisait ça à la main, sur des textes beaucoup plus longs, d'analyse d'entretien, enfin bon, mais il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel TROP, comme le TROP, qui fait ça. Après, on peut être dans une rigueur scientifique absolue, où on peut se laisser porter un peu par son intuition et passer par cette grille assez simple, et se dire, on prend un texte de 2 pages et on regarde, on cote les verbes, on dit on a 30% de verbes d'action, 70% de verbes de déclaration, voilà, on peut être plus ou moins fin dans la rigueur scientifique qu'on veut apporter à cette lecture-là. Moi, quand je fais l'analyse d'un texte littéraire, je ne passe pas par trop. Et je regarde comment l'auteur a utilisé telle image, telle... À l'intuition. À la lecture. À la lecture attentive. Quels sont les mots, quelles sont les métaphores, quelles sont les images qui sont créées. Enfin, voilà. Moi, je me sers beaucoup du logiciel Antidote. Oui. Énormément, qui justement donne Tu fais quoi, ça tous les joncteurs. C'est un logiciel québécois qui fait français-anglais d'ailleurs maintenant, et qui fait une analyse du texte, et puis qui vous donne les mots fréquents, qui vous donne tous les joncteurs. Attention, vous avez mis trop de afin de... Je sais pas quoi. Ils ne disent pas attention, ils vous disent vous en avez tant. Ouais. Et vous les voyez. Donc En rouge. Voilà. Ils vous donnent si vous avez beaucoup d'adjectifs, vous avez beaucoup de verbes, c'est des mots qui sont... Ils vous donnent les répétitions. Toutes les répétitions. Oui, longueur de phrase. Longueur de phrase, longueur de paragraphe, Mais après, je pense que l'outil, c'est quand même la lecture extrêmement attentive. Oui, en fait, et il vous donne aussi amplification, minorisation, si vous êtes dans du positif-négatif. Donc maintenant, c'est un peu automatisé tout ça. Mais moi, j'ai fait un travail en littérature sur l'employé de bureau et l'invisibilité de l'employé de bureau à travers X textes littéraires. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment... Alors, j'ai travaillé principalement sur Gogol, Melville et Saramago. Et comment l'auteur installe l'invisibilité de son employé, parce que ça c'est un stéréotype, et quels mots il utilise, quels procédés littéraires il utilise. Voilà. Et là, il n'y a pas de logiciel qui est... Justement, j'aurais voulu Ça savoir c'est... si on a dit. Il faut dire que, après, je vais me saouler avec l'employé de bureau, mais c'est aussi quand même une lecture attentive. Déjà, après, quand c'est votre métier, ce qui est pas, même si nous, on est censé quand même être aussi un minimum bon sur la partie rédaction, mais je trouve que rien qu'en ayant ça, on traite tellement de sujets différents, même quand je regarde des textes que les collaborateurs ont écrits, juste me dire effectivement est-ce que c'est amplifié ou minoré, même si on a beau le savoir, ça permet d'aider. Oui, c'est des clés, c'est des questions simples pour regarder un objet assez complexe. On a 2 travaux différents. Il y a rédiger, peut-être vous, votre quotidien. Nous, souvent, on fait rédiger. Et donc, en soi, il faut être capable d'exprimer clairement à quelqu'un qui va rédiger pour vous, soit un collaborateur, soit quelqu'un d'externe. Attention, j'aimerais plutôt que tu sois dans ce registre-là. Des fois, on n'est peut-être pas toujours très précis dans notre façon d'exprimer ça. Il faut les bons mots aussi pour dire comment, finalement. Ou un cahier des charges, c'est pareil, en fait, être capable d'être clair. Ou à l'inverse, quand c'est juste pour relire, quoi. Et relire, avoir sa grille en tête, c'est souvent des textes qui sont assez courts quand même, on n'est pas dans le roman là pour le coup. Non, on n'est pas dans le roman. C'est des clés de lecture, voilà. Avoir ça en tête, ça m'a paru. Donc ça, vous pouvez le garder comme un... Et vous avez, ça m'intéresse les uns les autres, mais vous avez, j'entends Antidote, vous avez d'autres aides, béquilles complémentaires au-delà du talent, et vous formez les gens, mais j'ai bien compris l'outil. Non, mais l'outil remplace rien le talent, mais... Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez qui peuvent aider Pour quel besoin? Oui, pour l'analyse ou pour la non, plus en mode rédaction, je ne sais pas en mode intelligence artificielle, mais quand on rédige, oui, enfin, à la fois un truc qui vérifie que vous avez
Alors, votre orthographe est globalement clean et que j'aime bien l'idée de dire la phrase est courte. Attention, vous allez sur un style un peu c'est trop lourd ou trop haute. Antidote, c'est le plus poussé que je connaisse. Oui, c'est très poussé l'antidote. Et puis, comme ils augmentent à chaque fois. Avant, c'était que français, c'était les Québécois qui ont fait ça. Avant, c'était que français. Et ils ont aussi tout un registre. Ils ont un dictionnaire. Ils ont l'étymologie des mots. Des étymologies, les antonymes, je crois, pour les les mots dans la mails phrase. aussi. Les soi-disant synonymes, ce qu'ils appellent synonymes, c'est des mots grosse solution. qui peuvent se substituer les uns les autres, ne sont pas des vrais synonymes. Et puis, c'est marrant parce qu'on voit bien qu'ils sont québécois parce que d'abord, un, c'est très précis, et l'autre est très performant, mais en même temps, il corrige plus ce que les Québécois font comme erreur. Moi, je suis à la fois canadienne et française, voilà. Donc je connais bien l'erreur de style des Québécois, les styles français. Et donc ils vont faire dans les listes de synonymes, c'est souvent des mots que l'on n'utilise pas du tout. Et il y a d'autres synonymes que la langue, que le petit Robert va proposer, par exemple, qu'ils n'offrent pas. Voilà. Et puis ils vont faire des propositions, mais n'empêche que c'est un outil hyper puissant qui vous donne un exemple. On a eu un texte où on présentait 3 personnes dans une entreprise. Une pour montrer la promotion et l'autre dans le fond qui dévaluait la personne. Les 3 personnes étaient présentées positivement, mais il n'y avait pas le même nombre de mots et il y avait plus de mots amplifiés pour celles qu'on promu et beaucoup moins. Et à la lecture, on se disait après ça, mais non, c'est pas possible, ils n'ont pas dévalué la personne. Eh bien si. Après, il faudrait faire l'exercice avec un blanc, un noir et voir si la description de la personne est plus... Oui, c'est ça, en psychologie sociale, on utilisait ça beaucoup. Ah oui, il y a plein de recherches là-dessus. Plus abondante pour quelqu'un qui est de la Et Antidote le lit bien. Et si on met beaucoup de joncteurs qui sont un peu négatifs, des mails, des chats sur une personne, ça donne tout de suite une connotation. Et ça, Antidote le détecte très très bien quand on sait s'en servir. C'est une sorte de clignotant comme ça. Ce qui est drôle, je sors de l'écrit, mais dans l'oral, parce que moi les deux sont liés maintenant que les ordinateurs de transcrire ce qu'on raconte. Une entreprise internationale, donc moi ma chef directe est à Philadelphie, donc l'anglais et le français, je deviens un mauvais bilingue par obligation, on va dire, mais voilà, pour le travail. Et donc on fait ce qu'on peut. Il y a une fonctionnalité dans Teams qui permet pour les anglais uniquement d'afficher ce qu'ils racontent. Ça peut vous sauver des réunions. En gros, l'américain parle. C'est un sous-titrage alors. Non, c'est une transcription. Parce qu'en fait, oui, ça devient un sous-titrage, mais moi si je le fais, ça ne marche pas parce que mon accent étant moyen, il transcrit très mal ce que je raconte. Mais l'anglais ou l'américain est bien transcrit. C'est pas le cas pour le français encore. Mais dans 5 ans, globalement, moi quand je parlerai français, elle pourra parler américain et on pourra globalement avoir les traductions à peu près faites en direct. Mais là, Teams, j'en ai rajouté un truc, et je trouve ça assez dingue, et ça rejoint un peu l'analyse de texte. Ça marche pareil que en langue anglaise orale pour l'instant. Mais il analyse, j'avais vu ça, il dit, est-ce que vous voulez que je vous coach vocal, je sais pas quoi. Je dis, bon, pourquoi pas, après tout. Et en fait, il analyse le discours, les mots que j'utilise, et là, il dit, attention, vous êtes en train de dévaloriser, attention, vous êtes trop générique. Alors, on peut avoir un avis sur, donc, typiquement, l'élocution guys, comme on pourrait dire, oui, ils le disent beaucoup, mais on ne dirait pas trop les gars en français, mais ça va dire, attention, guys, et effectivement, c'est un truc après, c'est très familier, mais vous pourriez après, en mauvais franglish, le dire un peu pour faire un peu, vous voyez, un peu sympa, un peu informel et tout. Et là, il y a Teams qui vous dit, attention, votre expression est genrée. Mais c'est ce qui est vrai, mais dans ma tête, j'étais plutôt en mode informel qu'autre chose. Et là, il dit attention, vous êtes genré, vous n'incluez pas le sexe féminin. C'est attention qui me dérange. Non, mais oui, mais bon, c'est très américain d'ailleurs dans le côté. C'est moraliste. Mais c'est en même temps qu'on parle, c'est quand même un pilotage. Non, il vous fait un petit rapport après. Donc, il y a un petit truc, et puis après, il vous dit vous avez utilisé plein de fois ce mot-là. Alors, je ne sais plus s'il dit attention, mais clairement, moi je l'ai pris comme faites attention, mais c'est le côté diversité à l'américaine. Pour le coup, ça devient une sorte, c'est plus qu'une injonction d'ailleurs, c'est comme si... Et en même temps, la question de la diversité dans la vie au quotidien, c'est aussi des formules de sympathie. Mais ça m'a fait sourire parce que je ne m'en suis pas rendu compte ce moment et je dis il a raison. Allons-y les gars, dans une équipe où il y a 50-50, allons-y les gars, on est entièrement d'accord, donc c'est vrai que les mots ont un sens et on les oublie parce que
Voilà, mais c'est juste pour dire que ça va, le texte, on y a conscience qu'on prend le temps de se relire, et j'espère qu'on relit tous nos textes, il fait relire machin, mais Oui, l'oral, une fois que j'ai sorti ma phrase, elle est sortie, donc je peux m'excuser, je peux dire je sais pas ce que je voulais dire. Mesdames, excusez-moi, je vous inclus également dans le déjeuner, on y va tous ensemble. Et voilà, et c'est vraiment voir jusqu'où ça va. Et... Alors après, il faut un juste milieu dans le pilotage et dans l'action. C'est-à-dire que c'est logique. En tout cas, Antidote vous fait une recension, vous juge. J'irai voir. Voilà. Oui, c'est factuel. Oui. Et à un moment donné, ils avaient l'air de dire qu'il fallait faire des phrases courtes, etc. Ils ont introduit une autre fonction en disant est-ce que votre texte va être lu par quelqu'un qui a seulement le BEPC, voilà. Est-ce qu'il va être lu par un intellectuel? Et c'est un vrai sujet. Il y a un degré, ils ont plusieurs indices de lisibilité. Et est-ce que votre texte est pour les experts intellectuels? Donc ça s'adresse à eux. Et est-ce que c'est fait pour quelqu'un qui a seulement le primaire ou le début du collège? Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on perd un peu en authenticité dans le discours. Enfin, quand on, à force d'entendre d'entendre des non, faut pas dire ça. Non, mais après, non, c'est pas, il faut pas, parce c'est qu'Antidote ne vous dit pas, il faut pas. Il vous dit, voilà ce que vous avez fait, maintenant à vous de juger. C'est Comme il peut-être dit, il y a compliqué beaucoup pour, de, il y a des gens auteurs, il vous dit, il y en a tant. Maintenant, on ne va pas les enlever tous, Bien sûr. on en veut quelques-uns, on n'en veut pas autant. Bon voilà, en tout cas, C'est à vous de juger, vous avez les éléments pour maîtriser, faire ce que vous avez envie de faire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez des références à partager que vous avez sur l'univers des bureaux? Moi, j'ai des références à partager sur l'employé de bureau. D'accord, c'est l'employé de bureau. Et là, je continue sur la vie de bureau. Sur la vie de bureau. Très bien, ce que je trouve. Non, mais c'est Est-ce très qu'il y aura intéressant des ce que vous publications? avez. Merci beaucoup. Bonne journée. Moi, je vais publier tous les travaux que j'ai faits sur l'employé de bureau. D'accord, Les très bien. différents angles.